début du 8e siècle, l'Espagne est un territoire gouverné par les rois wisigoths depuis 300 ans. En 711, une armée musulmane traverse le bras de mer qui sépare l'Afrique du Nord de la péninsule ibérique et lance une invasion qui modifiera à jamais le paysage géographique et culturel de l'Espagne. Au fil des 8 siècles de ce que les historiens appellent l'âge d'or de l'islam, les musulmans ont érigé d'imposantes forteresses et des mosquées spectaculaires. Ils ont réorganisé les villes et créé des jardins luxuriants. En survolant l'Espagne aujourd'hui, nous pouvons encore distinguer les vestiges qui témoignent de l'influence des musulmans dans le paysage ibérique. La professeure Susana Calvo Capilla est une spécialiste de l'histoire et de l'architecture islamique. Elle a arpenté de nombreux sites archéologiques autour de la Méditerranée, mais se concentre désormais sur Al-Andalus. Cette période de l'histoire espagnole, durant laquelle les musulmans ont dominé la quasi-totalité de la péninsule ibérique. Vous êtes prête? Allons-y. Aujourd'hui, Susana s'apprête à découvrir les épisodes marquants de cette période de l'histoire sous un angle nouveau. C'est une sacrée expérience de regarder ces étendues et de découvrir l'histoire d'Al-Andalus depuis les airs, un peu secouée par le vent. Moins d'un siècle après la mort du prophète Mahomet, les musulmans avaient conquis des territoires depuis l'Asie centrale jusqu'en Afrique du Nord. Le 29 avril 711, le chef de l'armée musulmane omeyyade, Tariq ibn Ziyad, et quelques 7000 cavaliers débarquent sur les côtes du détroit de Gibraltar, déterminés à vaincre le roi wisigoth, Roderick. C'est émouvant de survoler le Djebel Tariq, ce mont qui a reçu le nom de Tariq, du premier chef des troupes berbères qui a traversé le détroit. Ce détroit, qui a été une sorte de porte d'entrée de toutes les cultures dans la péninsule, l'est une nouvelle fois en 711, pour cette nouvelle culture qui va rester près de 8 siècles dans la péninsule. À cette époque, le royaume wisigoth qui domine l'Espagne est affaibli par la corruption et les luttes entre ses gouvernants. Alors que le roi Roderick et ses troupes sont occupés au nord de la péninsule à réprimer des révoltes, les musulmans lancent leur attaque. Bien que peu nombreux, les soldats de Tariq ibn Ziyad écrasent rapidement la résistance wisigothe et prennent le contrôle d'une petite ville, Algésiras. Algésiras vient de l'arabe Al-Rasirat al-Adra, qui veut dire l'île verte. Ça va être un des premiers endroits où les troupes arabes et berbères vont s'installer et faire leur campement. Et ici, ils vont faire une des premières prières, à un endroit que nous méconnaissons aujourd'hui, mais qui a été appelé ensuite la mosquée de las Banderas. Depuis la ville d'Algésiras, les troupes de Tariq ibn Ziyad se lancent dans une conquête de la péninsule en longeant la côte sud. En juillet 711, ils terrassent le roi Roderick et ses hommes dans la campagne andalouse lors de la bataille de Guadalete. Les Wisigoths n'ont plus de chef. Tariq ibn Ziyad et son armée remontent vers le nord, prenant les villes les unes après les autres. Près de 7 ans après avoir débarqué à Gibraltar, les musulmans ont étendu le califat omeyyade à la quasi-totalité de la péninsule, qu'ils baptisent Al-Andalus, une arabisation du nom choisi par les Wisigoths pour désigner l'Espagne. Nouveaux maîtres d'une terre qui leur est totalement étrangère, les musulmans vont imposer leur culture. Et cela va se lire dans l'architecture des villes. Tolède, l'ancienne capitale wisigothe,
va devenir l'un des plus importants centres du pouvoir d'Al-Andalus. D'en haut, on voit très bien la raison pour laquelle la ville a été choisie comme capitale à plusieurs reprises. Parce qu'elle a une localisation absolument stratégique, avec le fleuve tout autour tel un anneau. Pour marquer la ville de leur empreinte, les musulmans bâtissent un fort, érigent des mosquées et créent un labyrinthe de ruelles. Ils font aussi preuve de tolérance, permettant aux populations de pratiquer librement leur foi. De ce côté, on voit les petites ruelles, très petites, avec des maisons très rapprochées. C'est là où était le quartier juif de la ville. Connue aujourd'hui comme la Cité des Trois Cultures, Tolède a vu au milieu du 8e siècle musulmans, juifs et chrétiens cohabiter dans ces rues. Malgré les tensions, les intellectuels et les érudits musulmans y affluent. La ville devient l'un des centres religieux et culturels les plus importants d'Al-Andalus. Un exemple emblématique de cette transformation est la mosquée de Bab al-Mardom. Ici, on est à la porte nord de la ville. Il s'agit en quelque sorte de l'entrée naturelle de la ville, car tout autour, on retrouve le fleuve. Dès qu'on passait la porte, on était obligé de voir la mosquée de Bab al-Mardoum, avec ses arcs doubles et ses arcs rouges et blancs. Cette mosquée est différente des autres mosquées du quartier, car les façades sont très belles. Les autres n'étaient pas si décorées. Nous sommes à l'intérieur de la mosquée. Ce qui est surprenant ici, c'est qu'au niveau du sol, on ne voit rien d'extraordinaire. Cependant, lorsqu'on lève les yeux, on voit que dans chacun de ces carrés, dans cet oratoire, il y a une grande coupole avec des motifs qui s'entrecroisent et qui forment des étoiles. C'est ce qui est probablement le plus spectaculaire de cet espace. Suivant le modèle des petites mosquées érigées à Tolède entre le 8e et le 11e siècle, l'architecture de Bab al-Mardom est conçue pour la prière, mais aussi l'enseignement. Si on fait attention, la forme carrée de cet espace est très adaptée pour les enseignements donnés par la mosquée. Habituellement, l'enseignant était appuyé contre une colonne et les élèves s'asseyaient autour de lui et il donnait cours. Il faut l'imaginer entouré de ses élèves, de ses enfants, ainsi que les membres de sa famille qui écoutaient ses leçons. Bien qu'il contrôle des villes importantes comme Tolède, le califat omeyyade est miné par d'incessantes querelles intestines et doit faire face à la résistance chrétienne dans le nord du territoire. Au milieu du 8e siècle, les chrétiens ont étendu le royaume des Asturies, tandis que les musulmans assoient leur domination sur les 2/3 sud de la péninsule. Dans cette période d'instabilité, un nouveau chef musulman apparaît, le Faucon d'Andalousie, le prince Abd al-Rahman Ier. Pour marquer son pouvoir, en 756, il rebaptise le califat omeyyade l'émirat de Cordoue. Depuis Tolède, nous allons faire route vers le sud, car même si Tolède a toujours été une ville importante au sein d'Al-Andalus, les capitales de tout ce qui fut l'émirat et le califat omeyyade et de toute l'histoire ultérieure ont été localisées dans le sud. Donc on se dirige maintenant vers Cordoue, que les musulmans vont choisir comme capitale pour des raisons stratégiques, parce qu'elle leur permettait de contrôler la Bétique, cette province qui couvre toute la partie sud du territoire. Au début du Xe siècle, Cordoue devient un califat indépendant. Tandis que Tolède et d'autres cités prestigieuses d'Al-Andalus déclinent, Cordoue est à l'apogée de son rayonnement. Lorsque nous survolons la ville aujourd'hui, nous repérons immédiatement le symbole de cette époque de splendeur,
la grande mosquée de Cordoue. L'historienne Carmen González Gutiérrez a grandi à Cordoue et a toujours été fascinée par l'histoire et l'architecture de la grande mosquée. C'est un édifice très complexe qui, dans ses moindres détails, détient toutes les clés, non seulement de l'histoire de Cordoue, mais aussi de l'histoire d'Al-Andalus. Et c'est pour ça que je continue d'être surprise à chaque fois que je le vois. D'après les textes anciens, à la fin du 8e siècle, la grande mosquée a été bâtie sur une ancienne église wisigothe. Au cours des 2 siècles suivants, les souverains n'ont pas cessé d'agrandir et de transformer l'édifice. À la fin du Xe siècle, la mosquée a doublé de taille et est devenue le cœur de Cordoue. Cordoue devient une cour où se réunissent les sages du monde entier. Cela va favoriser les progrès de la médecine, l'évolution de la littérature et de la philosophie. Tous ces arts et toutes ces sciences commencent à se développer ici. Ce lieu est donc le reflet d'une fierté nouvelle, d'une politique différente. Lieu de prière et de dévotion, la mosquée remplit aussi des fonctions politiques, sociales et culturelles. La mosquée était pourvue d'une cour où il se déroulait de nombreuses activités. Les marchands venaient dans la cour de la mosquée pour vendre leurs produits. À l'ombre des portiques, on pouvait également trouver des juges qui officiaient lorsqu'ils ne le faisaient pas à l'intérieur. La cour était une partie très vivante de la ville. La grande mosquée est aujourd'hui un lieu de culte catholique. Mais sous le califat omeyyade, les fidèles musulmans se rassemblaient sous ces arcades majestueuses. Ces architectes l'ont bâtie en granit, en onyx et en marbre de couleur. Afin de donner de l'ampleur à la salle de prière, ils ont entrecroisé les arches en fer à cheval, soutenues par une forêt de 856 colonnes. Richement décoré, au fond de la salle de prière se trouve le mihrab. Comme tous les musulmans doivent regarder vers la Mecque, ils regardent par ici. Et cela, le califat le sait très bien. Cet endroit va devenir une vitrine. Le califat va y inscrire toute une série de messages idéologiques qui vont lui permettre d'étendre sa propagande. C'est ainsi qu'on retrouve certains messages du Coran, une décoration végétale et géométrique très finement réalisée qui évoque le paradis. Le paradis pour les fidèles musulmans est un jardin, un verger plein de fleurs et de plantes, avec de l'eau très fleurie, avec beaucoup d'ombre.